Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. De Bankin à Bridge, l'innovation en finance boostée par un leader de l'open banking. Johan Burkovic, CEO et cofondateur de Bridge et Bankin à Paris. On s'est posé la question, est-ce que nous, on n'était pas capable d'apporter d'innovation pour simplifier la gestion d'argent ? Le point de départ, c'est de connecter le système au compte bancaire pour avoir la donnée en quasi-temps réel. Donc la première chose, c'était de se dire, est-ce qu'on est capable de connecter les banques pour que quand quelqu'un va utiliser notre outil, il puisse tout de suite avoir la donnée qui commence à être mise en musique sur une interface. Un épisode dense et passionnant qui aborde de nombreux sujets liés à l'ouverture des systèmes d'information des banques. Johan nous explique les débuts de Bankin, la manière dont lui et son associé Robin ont développé leur start-up et contribué à démocratiser le partage des données bancaires. Derrière les éléments réglementaires se cache un certain nombre de contraintes techniques que Johan et ses cofondateurs ont su adroitement franchir pour créer une app et des services variés au service de leurs utilisateurs. Nous découvrons aussi Bridge, qui est l'activité B2B que la société a développée pour répondre aux besoins pressants d'un certain nombre d'acteurs du secteur financier. Johan revient notamment sur le partenariat avec Conto et Penny Lane et nous explique au travers de ce cas d'usage la manière dont Bridge s'y prend pour déployer ses solutions. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Johan. Bonjour Solène. Alors, je dois te faire une confidence. Quand j'ai lancé mon podcast, j'avais fait une petite wishlist de noms de boîtes et de CEO que je voulais inviter sur FinScale. Et tu étais sur cette liste-là. Donc, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Et je suis ravie que tu viennes nous parler aujourd'hui de Bankin. Merci à toi de m'avoir invité et très flatté d'avoir été sur cette liste. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Bien évidemment, je suis Johan Burkovic, CEO et cofondateur de Bankin et de Bridge. Bankin, c'est l'application qui facilite la gestion d'argent. Donc, c'est notre activité B2C qui a 4 millions d'utilisateurs aujourd'hui en Europe. Et Bridge, c'est notre activité B2B qui met à disposition des solutions d'open banking à des tiers. Ça peut être des éditeurs de logiciels comptables, des banques, des assureurs, des agriculteurs, etc. Parfait, merci beaucoup. Mais avant donc, de lancer Bankin, est-ce que tu as fait autre chose ou tu es tout de suite parti après tes études comme entrepreneur ? Alors, on a créé l'entreprise avec mon associé Robin Dozon. On était encore étudiants à l'ESSEC. On s'est rencontrés en cours de chinois. On a sympathisé. On s'est rendu compte qu'on avait des compétences complémentaires puisque lui est ingénieur informatique, double diplôme école de commerce, et qu'on avait tous les deux des ambitions entrepreneuriales. Et donc, on a créé l'entreprise. On était étudiants et je crois qu'on a été diplômés officiellement 1 an après avoir créé l'entreprise. Génial. Et ça, c'était en 2011, c'est correct ? Alors, c'était en 2010 qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à travailler sur le projet entrepreneurial. Et ensuite, ça s'est accéléré sur la création d'entreprise en 2011. Ok, parfait. Alors, ce qui m'intéresse, en effet, tu as mis le doigt dessus, c'est de parler de Bankin, de la façon dont vous avez mis tout ceci en place et qu'on se projette un petit peu à l'époque. Et puis que tu nous expliques, bien entendu, tout le développement vers le business B2B. Donc, sur la partie Bankin, en 2011, quand vous avez lancé votre boîte, on ne parlait pas encore d'open banking, on ne parlait pas du tout de la nouvelle directive de paiement, c'était encore les prémices. En fait, comment est-ce que vous avez eu cette idée de faire de l'agrégation de comptes ? C'était ça, en fait. Est-ce que déjà c'était ça au départ quand vous avez lancé l'idée ou est-ce qu'elle a évolué et comment cette idée est-elle née ? En fait, on avait un besoin commun avec Robin qui était mal servi à l'époque, c'est qu'on avait du mal à gérer notre argent. Donc, en fait, l'idée de base, c'était on a du mal à gérer notre argent. Est-ce qu'il n'existe pas un outil qui nous simplifierait la vie ? Et en 2010, on a cherché et il n'existait pas d'outil. Ou alors, il en existait, mais en fait, ils étaient très chronophages. Globalement, il y avait le fichier Excel, Microsoft Money. Donc, en fait, il fallait tout rentrer à la main à chaque fois pour avoir un suivi de ces budgets. Et donc, on s'est dit, c'est quand même étrange de ne pas avoir d'innovation en 2010. Tout de même, il y a quand même beaucoup d'innovation dans le digital. Sur ce secteur-là, qui est quand même essentiel à nos sociétés, c'est-à-dire que la gestion d'argent, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, c'est quand même essentiel, il n'y avait pas d'innovation. Donc, on s'est posé la question, est-ce que nous, on n'était pas capable d'apporter d'innovation pour simplifier la gestion d'argent ? Donc, en fait, ce n'était pas du tout l'agrégation, parce que nous, en fait, on voulait juste un outil qui nous simplifie la vie. On avait une seule banque à l'époque, c'était juste ça. Mais en fait, le point de départ pour simplifier la gestion d'argent, c'est de connecter le système au compte bancaire pour avoir la donnée en quasi-temps réel. Ouais. Parce que le gros pain point, c'est de rentrer tout à la main.
Donc, la première chose, c'était de se dire, est-ce qu'on est capable de connecter les banques pour que quand quelqu'un va utiliser notre outil, il puisse tout de suite avoir la donnée qui commence à être mis en musique sur une interface. Et du coup, on est obligé de connecter toutes les banques parce qu'un outil quelqu'un télécharge l'outil, si jamais il est client LCL, faut qu'on soit connecté au LCL. S'il est client Société Générale, il faut qu'on soit connecté à Société Générale. Donc en fait, l'agrégation était une obligation pour répondre à l'ensemble de la population qui utiliserait notre outil. Ok, donc ça c'est très clair. Mais alors à cette époque-là, donc il y avait pas encore PSD2 et donc les banques n'étaient pas du tout obligées de mettre à disposition ces données et d'ouvrir, on va dire, les canaux. Comment est-ce qu'on faisait et comment est-ce qu'on fait pour aller chercher ces données-là? C'est du data scrapping? Alors, je vais mettre un peu de contexte parce qu'effectivement, on n'est pas du tout, en 2020, on n'est plus du tout dans le même contexte, même environnement qu'en 2010. Quand on a commencé à parler de notre idée à nos amis, à l'école, à des professeurs, à n'importe qui, en fait, c'était toujours la même réaction. C'était « oui, ça serait très utile, mais c'est impossible ». Et si jamais il n'y a pas d'innovation dans le secteur, c'est bien la preuve que c'est impossible. Oui. Pourquoi ? Parce que, en fait, se connecter aux banques, c'est impossible. Ou alors aller demander à chaque banque de créer un système et on en reparle le jour où vous y arriverez. Légalement, si vous ne demandez pas l'accord de la banque, c'est impossible, c'est pas légal. C'est pas sécurisé. Et en plus, jamais personne utilisera une application ou un outil qui n'est pas l'outil officiel de la banque. Oui. Donc en fait, ça a été un peu un parcours du combattant, même intellectuel pour nous, parce que à chaque fois qu'on pitch, on nous dit en fait ton projet, on n'y croit pas. C'est pas évident. Et en fait, ce qui nous a aidé, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, Robin, qui est ingénieur informatique, il a créé des connecteurs, un prototype sur nos propres comptes. Et donc tout le monde disait c'est impossible, et Robin il me dit en fait c'est possible parce que j'arrive à le faire. Donc première chose, écoute, tu arrives à le faire sur nos comptes, 2 banques différentes. Certainement qu'on arrivera à toutes les banques. Est-ce que légalement, c'est impossible ? Nul ne peut ignorer la loi. Donc, normalement, si j'ouvre un texte de loi, même si je ne suis pas juriste, je dois être capable de le comprendre. C'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert les textes de loi. Nulle part, je voyais que c'était interdit. Donc, on se dit, tout le monde dit que c'est impossible. Nous, on ne le voit pas. La troisième question, c'est de se dire, est-ce que les gens utiliseraient une application qui n'est pas l'application de la banque ? Tout à fait. On se dit, on va tester. Vu qu'on teste et à chaque fois, on voit qu'on y arrive, on teste. Et dès le premier jour, on a eu des milliers de personnes qui ont utilisé notre outil parce qu'on était la première solution pour consulter, première application pour consulter ses comptes sur un iPhone. En 2010, il y avait déjà pas mal de personnes qui avaient un iPhone dans la poche. Ouais. Il n'existait pas d'application bancaire. Et pourtant, c'est un besoin essentiel aujourd'hui de pouvoir checker ses comptes en quelques secondes sur un iPhone. Et évidemment, les technologies derrière, en fait, tout le montage juridique et technologique, c'est quoi ? C'est que tu es propriétaire du compte. Toi, tu as un compte bancaire, tu es propriétaire. Tu peux mandater n'importe qui pour aller récupérer tes informations bancaires auprès de la banque. Ouais. Et si tu as un mandat explicite et éclairé qu'on ne peut pas remettre en cause, la banque ne peut pas s'y opposer parce que c'est tes données. Ouais. Et du coup, c'est comme ça que l'utilisateur nous mandate et nous renseigne ses identifiants pour qu'on puisse directement se connecter sur son interface bancaire. Et globalement, c'est un robot qui se connecte et qui lit la page et qui la restitue à l'utilisateur sur son application. Donc en fait, c'est ce qu'on appelait à la base le web scrapping, qui a été un peu diabolisé. Pourtant, ça fonctionne, hein, c'est totalement sécurisé. C'est pas tout à fait stable parce que en fait, c'est un robot qui lit une page web. Qui normalement la page web elle est faite pour être lue par un humain, pas par un robot. Donc en fait, c'est là où c'est parfois pas très stable. C'est-à-dire qu'une virgule peut être interprétée comme un point, un point peut être interprété voilà. Donc, parfois 100 € au début de la technologie, 100 €,00, ça apparaissait 10 000 €. C'est juste ça. Et vu qu'on faisait pas de virement à l'époque, ça allait parce que une erreur d'affichage, au lieu d'avoir fait une transaction de 100 €, on affiche 10 000 €, je n'ai pas confiance au service. Donc, c'est dommageable, mais il n'y a pas de grand risque. Donc, nous, on a travaillé sur ces algorithmes et sur ces technologies pour qu'elles soient fiables, pour que ce robot puisse vraiment lire de manière fiable l'ensemble des pages web sur l'interface bancaire. Super. Et donc, comme il n'y avait pas de standard à cette époque-là, vous avez dû vous adapter à chaque établissement bancaire, puisque chaque établissement ne devait pas nécessairement avoir la même nomenclature que l'autre, j'imagine. Alors, c'est tout à fait exact, mais même encore aujourd'hui, on y reviendra, mais il faut s'adapter à chaque banque, puisque chaque banque a son interface propre, les systèmes de sécurité de la banque, donc il fallait qu'on puisse gérer les systèmes de sécurité de la banque, et également chaque produit bancaire. Il faut savoir que dans une banque, il y a à peu près 2000 produits différents. Ça veut dire
que quand vous proposez un outil qui se connecte à une banque, le premier utilisateur va avoir des comptes classiques, un compte courant et un livret A. Ok, super. Mais le deuxième, il arrive, il a une carte à débit différé et un crédit immobilier. Et le troisième, il a une assurance vie. Et en fait, il y a une multitude de possibilités qui est que même pour se connecter à une banque et pour couvrir l'ensemble des produits bancaires, pour que la personne puisse consulter ses comptes et avoir du sens, parce qu'on ne va pas afficher un compte de paiement avec transaction de la même manière qu'un crédit immobilier ou un compte épargne, un taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est ? Enfin, il y a plein de trucs à faire en sorte que la machine comprenne qu'est-ce que c'est cette donnée pour pouvoir bien la restituer à l'utilisateur. Sur chaque banque, multiplié par le nombre de banques. Donc en fait, aujourd'hui, on est connecté à 200 banques fois 2000 produits. Donc ça reflète un peu la complexité qu'on a à gérer derrière pour identifier la donnée et pour bien la restituer à l'utilisateur. Oui, sachant qu'en plus, vous êtes présent dans plusieurs pays européens, donc vous devez également gérer la langue, qui n'est pas la même. Hein. Donc ça complexifie on est encore connecté, en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne et aux Pays-Bas. Et donc effectivement, il y a la langue à gérer pour qu'on puisse le restituer aussi dans le langage local. Super. Et vous êtes passé, donc maintenant, combien de collaborateurs vous avez et vous êtes partis donc tous les deux. Et comment s'est fait la croissance de manière incrémentale ? Est-ce que tu peux juste nous décrire d'un point de vue RH comment ça s'est développé ? Oui. On a créé l'entreprise à deux avec Robin et on a été rejoint très rapidement dans l'aventure, très tôt, par deux autres ingénieurs informatiques qui sont des associés cofondateurs. Pourquoi on a associé deux autres ingénieurs informatiques ? En fait, c'est parce que notre innovation était avant tout une innovation technique. Donc, on avait des besoins en ressources tech qui étaient fortes. Et en parallèle, il était impossible de lever des fonds. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en 2010, le mot fintech n'existait pas, le mot open banking n'existait pas. Et à chaque fois qu'on pitchait notre projet, tout le monde disait « vous êtes complètement fou, c'est impossible, illégal et non sécurisé ». Donc, comment un investisseur pourrait mettre de l'argent là-dessus ? Et donc, on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'argent. Nous, on ne s'est pas payé pendant très longtemps. Pendant plus de 2 ans. On a associé deux autres ingénieurs informatiques il y en avait un qui avait la chance de pouvoir toucher le chômage, mais il y en a un autre, il était comme nous. Donc voilà, donc pendant 2 ans, globalement, on a tenu à 4 pour développer l'entreprise. Ce qui est pas évident. Hein. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait notre première levée de fonds de 400 000 € auprès de Business Angel. D'accord. Eux étaient capables de mettre 400 000 € parce que c'est leur argent. Donc, si le monde pense que c'est impossible, illégal peut-être, mais vu que c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Et surtout qu'on avait déjà 2 ans d'existence et qu'on avait déjà pas mal d'utilisateurs. Quand je dis pas mal, je pense qu'on avait dépassé les 100 000 ou les 200 000 users. Donc c'est pas rien dans ce secteur-là, avec un taux d'utilisation quotidien, une rétention qui est extraordinaire, avec des témoignages d'utilisateurs qui étaient très très positifs. Et donc ces entrepreneurs ont l'habitude de prendre des risques, ils ont cru en l'équipe, dans le projet, ils ont mis ces 400 000 €. Là, on a pu enfin avoir un premier salaire, qui était un salaire très très bas, mais qui nous permettait de vivre et de manger des pâtes, et aussi de voir les premiers stagiaires qu'on a embauchés. Voilà. Et avec ces 400 000 €, on a tenu 2 ans supplémentaires. Incroyable. Ensuite, on a levé 1 million d'euros auprès d'un super business angel, qui est Philippe Odo, qui, lui, était capable de mettre 1 million d'euros après 4 ans d'existence parce qu'il savait qu'il y avait une directive européenne qui s'appelle la DSP2 qui était en négociation et qui allait encadrer juridiquement et techniquement et de manière encadrer la sécurité également, notre activité. Et donc, lui s'est dit, jusqu'à aujourd'hui, il se posait beaucoup de questions, mais demain, ça sera encadré. Oui. Et donc, il a mis 1 million d'euros et là, on a pu faire nos vraies premières embauches. Et enfin, la DSP2 est passée. Donc on a tenu avec ces 1 million d'euros 2 ans supplémentaires et la DSP2 est passée, a été signée. Et donc là, on est rentré dans une case. En plus, il y a le mot fintech qui est arrivé, l'open banking commence à arriver. Donc enfin, les VC comprenaient ce qu'on faisait. Oui. On était dans les fintech, dans l'open banking, il y a un cadre légal. Et donc, on avait accès enfin au fonds d'investissement. Et à ce moment-là, on a levé 7 millions d'euros après 6 ans. Oui. Qui aujourd'hui est assez rare de développer l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a développé l'entreprise pendant 6 ans avec 1,4 million. Quand on fait FinTech, B2C, déjà FinTech, c'est assez complexe, ça demande beaucoup d'investissement. En plus, dans le B2C, normalement, il y a des investissements importants dans le marketing.
1,4 million, c'est assez rare. Oui, tout à fait. Mais bravo. Hein. Et alors, question vis-à-vis je promets, je ne veux pas en faire trop, hein, parce que j'ai toujours des questions réglementaires, mais le régulateur ne vous a pas posé de questions ou cherché à vous rencontrer, parce qu'ils ont certainement eu vent de ce que vous faisiez. Comment ça s'est passé avec eux? Alors, en fait, très rapidement, nous, on a été partie prenante des négociations du texte de la DSP2. Okay. Parce qu'on avait entendu qu'il y avait des questions qui se posaient à l'échelle européenne sur notre activité. Donc, rapidement, on a voulu savoir ce qui se passait. Donc, il y avait, en fait, c'était gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, en même temps, les régulateurs, et à l'époque de négociation des textes qui étaient la Commission européenne, le Parlement européen, voulaient comprendre ce que c'était cette activité. Donc, en fait, ils étaient preneurs de nous rencontrer pour comprendre ce qu'on faisait, pas juste théoriquement, c'est-à-dire dans la pratique, qu'est-ce qu'on faisait et qu'est-ce que ça apportait aux utilisateurs et quelle était notre vision des débouchés, des innovations qu'on pouvait apporter. Donc, on a fortement participé à cette négociation. Le texte du niveau 1, qui est le cadre légal assez high-level sur ces directives, mais également le texte de niveau 2, qui sont les standards techniques, qui ont été rédigés par l'EBA, qui est l'autorité bancaire européenne, et qui cadrait ou a essayé de cadrer, parce qu'on voit que c'est assez flou et assez difficile, la technique pour connecter de manière sécurisée les banques et les acteurs comme nous. Et ensuite, c'est descendu en droit national. Donc après, il y a eu une implémentation en droit national. Moi, je suis allé intervenir au Sénat. Et enfin, il y a la Banque de France qui interprète les textes et qui s'assure qu'il est bien appliqué en France. Et donc, on a été partie prenante. Et d'ailleurs, à chaque fois, ils étaient très prenants de dialoguer avec nous, parce qu'entre la théorie des textes et l'application réelle au quotidien, il y a quand même un fossé parfois, donc ils étaient très preneurs. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été le premier acteur agréé établissement de paiement, service 7 et 8, hein, c'est ce qui est en fait le service d'agrégation de comptes et initiation de virement. C'est parce qu'en fait, on a travaillé main dans la main avec les régulateurs pour, en quelque sorte, transformer ce texte juridique en des guidelines réglementaires applicables au quotidien. Ok, parfait. Merci beaucoup. Alors ça, c'est très très clair. Merci d'avoir été vraiment dans le détail. Alors, comme tu le disais tout à l'heure en introduction, vous avez donc, vous êtes partie de cet applicatif B2C pour gérer ses finances et puis après pour agréger ses comptes. Comment est-ce que vous êtes parti sur l'idée de Bridge et comment est née l'idée? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ceci a bourgeonné dans votre esprit? Et je me rends compte que je n'ai pas fini de répondre à une de tes questions. C'est aujourd'hui, on est 90. Oui, c'est vrai. Oui. 90 dans l'entreprise. Et il y a 50% de nos effectifs qui sont dédiés à Bridge, qui est notre partie B2B. Et on a 50% de notre chiffre d'affaires qui est aussi généré par le B2B. Et en fait, ce B2B-là, ça a été en fait le marché qui nous a demandé s'il pouvait utiliser notre technologie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, parmi les centaines de milliers ou millions d'utilisateurs Bankin, il y avait des entrepreneurs. Il y avait des éditeurs de logiciels comptables qui utilisaient et qui se disaient ce qu'ils font, ça pourrait être super utile pour nous. Je m'explique. Donc, en tant qu'utilisateur, ils arrivaient, ils téléchargeaient Bankin, ils synchronisaient leur banque et d'un coup, ils avaient la donnée bancaire en temps réel qui était catégorisée, qui était représentée sur des fonctionnalités. Et ils disaient, mais nous, en fait, c'est exactement ça qu'on a besoin pour la comptabilité. On a besoin de se connecter au compte bancaire, de rapatrier la donnée en temps réel, déjà digitalisée, de la traiter pour être capable de faire de la comptabilité. Et du coup, la première personne qui est venue me voir, c'est un entrepreneur qui a une entreprise d'édition de logiciels comptables. Il me voit, il m'a dit, j'aimerais pouvoir utiliser la technologie qui est derrière, parce que pour nous, c'est essentiel. Donc, nous, au début, on était là, bon, d'accord. Je suis allé interroger plusieurs entreprises dans la comptabilité. Ils étaient tous dithyrambiques sur ce sujet, en mode, si tu nous le sors, on l'utilise. Donc là, on s'est dit, voilà, nous, on le fait pour nous-mêmes. Donc, on va ouvrir notre API qui est interne, on va l'ouvrir à l'extérieur. Et il y a certainement une opportunité. Et en plus, vu que nous, on le fait pour nous-mêmes, ça ne va pas nous demander beaucoup plus de travail. Et donc, on a commencé à sortir notre API vers l'extérieur pour des éditeurs de logiciels comptables. C'était en quelle année, ça, que vous avez… 2015. D'accord, 2015. OK. Donc, 5 ans après. Et c'était d'ailleurs avant la DSP2. Donc, tout à fait. Encore une fois, le premier qui est venu nous voir, c'est un entrepreneur qui fait l'édition du logiciel comptable. Il a pris en quelque sorte, il était précurseur, il a pris un pari, il s'est dit c'est pas possible de ne pas utiliser cette technologie et je suis prêt à prendre le risque. De toute façon, c'est tellement essentiel. Et en plus, on avait déjà 5 ans d'historique, donc on sortait pas de nulle part. Et il voyait bien que notre service était sûr puisqu'il l'utilisait pour ses comptes personnels. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé.
Ensuite, il y a eu les banques privées qui ont besoin de connecter les avoirs de leurs clients qui sont dans d'autres banques pour fournir un conseil pertinent, juste, plus rapide, plus réactif. Et d'ailleurs, c'est une obligation légale. Ils sont obligés d'avoir ces données-là. Donc, c'est encore une fois des acteurs qui sont obligés d'avoir ces données et qui, jusqu'à maintenant, harcelaient leurs clients en leur disant « Est-ce que tu peux me donner tes relevés PDF ou papier ?» Et ensuite, il y avait une armée de personnes qui leur entraient à la main. Il y a des risques d'erreur, il y a des risques de fraude. C'est pareil dans le crédit. Dans le crédit, aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs de crédit qui utilisent Bridge et qui sont en train de le mettre partout parce que, encore aujourd'hui, l'analyse d'une situation financière d'un demandeur de crédit se fait bien souvent à la main sur des PDF le PDF, c'est très facilement falsifiable. Donc, si quelqu'un veut frauder, c'est très simple. Donc, maintenant, utilisons Bridge. On demande à la personne qui souhaite un crédit, on a besoin d'analyser ta situation financière. Au lieu de nous envoyer tes PDF, là, tout de suite, tu peux connecter ta banque. Comme ça, nous, tout de suite, on est capable de dire si oui ou non, tu as un crédit, sans risque d'erreur et de fraude. Donc, en fait, tout est digitalisé. C'est juste une évolution normale du secteur financier d'accès à la donnée bancaire qui est en train de s'opérer aujourd'hui dans une multitude de métiers qui ont besoin d'avoir accès à ces données. Et quand tu parles de la donnée bancaire, ça peut être aussi des éléments qui concernent un portefeuille titre. C'est pas uniquement le compte courant. Hein. Donc, quand tu parles de l'entièreté des produits, c'est également des portefeuilles titres, parce que tu parlais des banques privées. Donc, les banques privées vous utilisent pour aller rechercher ces portefeuilles titres et agréger dans leurs outils, j'imagine, l'ensemble des détentions de leurs clients auprès des établissements. Tout à fait. Vu que nous, historiquement, on se connecte à l'interface web de la banque, en fait, toutes les données qui sont disponibles sur l'interface web, donc le compte courant, le compte assurance vie, le compte épargne, le compte crédit, etc. Et en plus, pour gérer son argent, on a besoin de contrôler tous ces comptes. Donc nous, historiquement, on récupère tous les comptes pour le restituer auprès de l'utilisateur. Et donc, tout ce qui est disponible sur l'interface web, nous, on le récupère pour le restituer à l'utilisateur. Donc, s'il y a dans votre interface une assurance vie, et quand vous cliquez sur l'assurance vie, il y a le détail de l'allocation d'actifs avec l'évolution des taux, etc., on a la capacité de le récupérer. Ça, c'est très important parce que PSD2 ne concerne que les comptes de paiement et pas les comptes titres. Hein. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Donc finalement, vos clients, ce sont des fintechs, des éditeurs de logiciels, comptables, des banques. Donc finalement, c'est un panel très très large des acteurs du secteur financier. Si on prend deux exemples vraiment très concrets que j'ai vus passer dans la presse avec Conto par exemple et avec Penny Lane, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement au travers des différentes solutions que vous proposez à quels besoins vous répondez pour eux? Alors, c'est ce qu'on fait avec Conto et Penny Lane et la représentation du travail que les fintechs font main dans la main pour créer un écosystème ensemble pour mieux répondre aux besoins des consommateurs. On est tous spécialisés sur un secteur, mais ensemble, on est capable de fournir un service global qui répond aux besoins de l'utilisateur. En l'occurrence, qu'est-ce que c'est ? Penny Lane facilite la gestion d'entreprise, et notamment le paiement des fournisseurs, le paiement de l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. Les entreprises qui sont clientes de Conto et utilisateurs de Penny Lane utilisent Bridge pour, en quelque sorte, intégrer les deux. Quelqu'un qui est client Conto et utilisateur de Penny Lane, grâce à Bridge, il peut payer l'ensemble de ses fournisseurs depuis l'interface Penny Lane. Et nous, on va directement connecter Conto pour s'assurer que les virements sont bien passés, sont bien renseignés et de fluidifier tout ce process. Donc en fait, nous, on est un pont, et d'ailleurs, le nom de Bridge vient de là, on est un pont entre deux outils qui est Penny Lane qui facilite la gestion d'entreprise et le compte bancaire de l'entreprise qui utilise Penny Lane. Et nous, on fait ce lien-là et on a besoin d'être un acteur réglementé, agréé établissement de paiement, puisqu'on touche à de la donnée sensible où on fait des actions sensibles. Et en l'occurrence, avec Penny Lane et Conto, on fait de l'initiation de virement. Ouais. C'est-à-dire que dans le logiciel Penny Lane, le client entreprise souhaite payer 10 fournisseurs. Donc Penny Lane va faciliter tout ce processus-là j'imagine, en facilitant l'intégration des factures globalement dans l'initiation de virement. Et nous, on va prendre toutes ces données-là, on va les créer en ordre de virement qu'on envoie à Conto et Conto exécute les virements. Impressionnant.
Combien de temps vous avez mis pour qu'on se rende compte, pour à partir du moment où tu décides de faire cette collaboration, de mettre en place cette collaboration avec Conto OpenElane, combien de temps vous avez mis entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où ça s'est déployé? Ça prend du temps à mettre en œuvre? Alors, ça prend toujours plus de temps que ce qu'on aimerait, mais là, en l'occurrence, ça allait très vite. Alors, j'ai plus exactement les dates en tête, mais grosso modo, si je schématise, ça a à peu près pris 3 mois entre le moment où on s'est dit là, il y a un truc à faire et le moment où on a sorti la première version. Et pourtant, c'est 3 acteurs qui doivent en quelque sorte s'adapter pour fonctionner ensemble. Mais entre FinTech et dans le cas où il y a un intérêt commun qui est de servir le client final, on arrive très rapidement de manière agile à se coordonner. Et en plus, on a le même langage, on a à peu près le même âge, on se comprend, on a les mêmes technologies. Donc, c'est assez simple, c'est assez facilité. Merci beaucoup. Alors, il y a un des points que je voulais encore aborder avec toi, c'est tout ce qui concerne la donnée. Si on regarde les différents produits que vous faites, moi, je voulais déjà que tu nous expliques concrètement à quoi ça correspond. Tout ce qui est, par exemple, optimiser l'octroi de crédit et de scoring crédit. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, il y a plusieurs choses. Quand on fait une demande de crédit, l'établissement qui fait ce crédit a besoin de connaître votre situation financière. Donc, historiquement, la première chose que va faire cet établissement de crédit, il va vous demander vos relevés bancaires pour comprendre la situation et comprendre quel est votre comportement aussi. Est-ce que vous avez un comportement à risque ou non? Donc là, la première chose que nous on fait, c'est qu'au lieu de demander des relevés bancaires et de les recevoir en PDF, moi en tant qu'établissement de crédit, je vais sur mon interface proposer au client de connecter sa banque grâce à Bridge pour que nous on aille chercher la donnée à la source auprès de la banque du demandeur de crédit et de l'injecter de manière totalement digitalisée auprès de l'établissement de crédit qui reçoit cette demande de crédit. D'accord. Ça, globalement, c'est la première brique, c'est d'apporter la donnée temps réel, digitalisé, sûr, sans risque d'erreur et de fraude, parce qu'on va la chercher à la source, dans les systèmes de l'établissement de crédit. Ensuite, on a des algorithmes qui travaillent. Les algorithmes permettent d'identifier chaque transaction. Que cette transaction, cette entrée, c'est bien un salaire. Cette sortie, c'est un loyer. Cette dépense, c'est un restaurant. Ce qui permet, en quelque sorte, de reconstituer le reste à vivre. De savoir, voilà combien il gagne, voilà les dépenses contraintes et voilà les dépenses variables. De comprendre aussi quelle est son épargne. Est-ce qu'il a de l'épargne à côté? Est-ce qu'il a déjà des dettes? Est-ce qu'il a déjà un crédit? Et si oui, combien? À quelle échéance ça arrive? Donc, en quelque sorte, grâce à nos algorithmes, on identifie toutes les transactions et en temps réel, l'acteur du crédit a une photo de la situation financière qui se reconstitue. Sur laquelle on rajoute des KPI. Donc là, on travaille avec les acteurs du crédit qui nous disent moi, j'aimerais que vous nous fournissiez des KPI pour qu'on sache tout de suite où est-ce que se situe l'utilisateur, et également des flags sur des transactions rédhibitoires. Il y a certains acteurs qui nous disent si tu vois tel comportement, telle transaction, pour nous, c'est no-go. Donc, dis-le nous tout de suite. Donc, en fait, nos algorithmes travaillent pour tout de suite apporter, en quelque sorte, un dossier qui est traité pour que l'utilisateur, l'établissement de crédit, puisse dire tout de suite, en temps réel, quasiment, oui ou non, je peux te prêter, et si oui, combien. Génial. Et tous ces algorithmes-là, ils sont extrêmement performants. Pourquoi? Parce que Bridge est le fournisseur technologique et d'algorithmes également de Banking. Banking, c'est 4 millions d'utilisateurs qui constamment enrichissent nos algorithmes. Quand il y a une donnée qu'on ne connaît pas, on dit à l'utilisateur Banking qui est propriétaire du compte avec la donnée qu'on ne connaît pas et on lui pose la question. On lui dit qu'est-ce que c'est? Et il nous dit ça, c'est un nouveau restaurant qui s'est ouvert pas loin de chez moi. Ou ça, effectivement, c'est mon salaire. Et donc, en fait, constamment, nos algorithmes sont nourris depuis 10 ans par 4 millions d'utilisateurs. Et du coup, la finesse de l'identification des données est extrêmement bonne. D'autant plus que nous, on a un intérêt sur Banking, c'est que notre business model est aussi de répondre aux besoins du user en l'équipant de produits qui correspondent à ses besoins, à ses projets, en renégociant certains de ses fournisseurs pour dégager plus d'économies. Donc pour nous, c'est important de savoir qu'il est chez EDF, c'est important de savoir son taux d'endettement, son salaire, etc. Et donc, nous-mêmes, on pousse Bridge en quelque sorte à améliorer ses algorithmes et tous nos clients Bridge en bénéficient, et particulièrement les acteurs du crédit. Super, donc tu as répondu à ma question sur la donnée, merci beaucoup. Sur un autre point, sur l'enrichissement des données, quand vous parlez d'enrichissement de données, en quoi ça consiste? L'enrichissement de données, alors il y a plusieurs choses. Il y a la donnée brute, globalement, c'est si tu prends un libellé, une transaction avec un libellé, tu as des données à l'intérieur qui veulent dire quelque chose, il y en a d'autres qui ne veulent rien dire. Donc,
quand tu vas chez McDonald's, c'est pas écrit McDonald's, la date, Paris, c'est pas comme ça. Généralement, c'est 22 12 27, McDo 36 75. T'as une espèce de truc qui est pas très très compréhensible. Donc nous, on prend cette donnée, on la nettoie. On nettoie tous les bruits où en fait c'est la banque dans ces systèmes qui rajoutent des données. On ne sait pas à nous à quoi ça sert. D'accord. Ça sert à la banque, mais nous on sait pas à quoi ça sert. Donc on nettoie. Okay. Et ensuite on rajoute une surcouche d'informations. Donc ça, c'est McDonald's, c'est sûr, et c'est un fast-food, c'est sûr, et c'est à telle date, et c'est tel montant. Donc en fait, on structure la donnée et on rajoute une surcouche d'intelligence. Et dans le cadre du crédit, au-dessus de ça, de toutes ces données-là, on rajoute des KPI. Donc c'est ça qu'on appelle l'enrichissement de données. C'est toute la structuration et la donnée supplémentaire qu'on apporte pour être capable d'identifier que cette transaction, c'est bien un McDonald's, ce compte-là, c'est bien un compte épargne, ce pourcentage-là, c'est un taux d'intérêt d'épargne. Ça pourrait être autre chose, mais là, dans ce cas-là, c'est un taux d'intérêt d'épargne, etc. Parfait, merci beaucoup. Alors, il y a un acteur dont on parle de plus en plus qui est l'assureur. J'aimerais savoir aussi dans quel contexte les assurances peuvent être potentiellement intéressées par l'open banking, puisqu'on ne parle pas encore d'open insurance. Il n'y a pas d'équivalent de PSD2 dans le monde de l'assurance. Est-ce que tu pourrais nous citer des exemples, si tu en as, de contextes, de cas d'usage qui peuvent intéresser le monde de l'assurance ? Déjà, on parle pas d'open insurance, effectivement, mais naturellement, le monde de l'assurance est beaucoup plus ouvert que historiquement la banque. Les assureurs passent par des intermédiaires pour distribuer leurs produits. Donc, ils ont déjà l'habitude, en quelque sorte, d'ouvrir leur système. Ils font des partages d'informations avec des courtiers, avec des gestionnaires de patrimoine, etc. Donc, historiquement, ils sont déjà beaucoup plus ouverts. Sur ta question qui est l'usage de l'open banking par les assureurs, moi, je vois deux cas. Le premier cas, c'est les banques, en quelque sorte, sont en concurrence, les assureurs, sont en concurrence avec les banques. Les banques rentrent sur le marché de l'assurance avec certaines forces et distribuent des assurances, alors qu'ils ont un contact quotidien avec leurs clients. Ils ont des agences partout, l'utilisateur a besoin de sa banque régulièrement, va consulter ses comptes, et donc c'est des points de contact que la banque a pour distribuer des produits d'assurance. Les assureurs, à l'inverse, n'ont pas ces points de contact réguliers. Ils n'ont pas ce maillage d'agence et ce besoin de l'utilisateur d'aller consulter constamment l'interface de l'assureur. C'est pour ça d'ailleurs que les assureurs, il y a quelques années, ont créé des banques. Ils ont essayé de recréer cette relation bancaire en créant des banques. Sauf que créer une banque, c'est extrêmement coûteux, c'est très cher, il y a beaucoup de risques. Et d'ailleurs, la plupart des assureurs qui ont créé une banque, c'est un succès qui est mitigé. Donc, les assureurs, grâce à l'open banking, ont l'opportunité de recréer cette relation bancaire sans créer une banque. Comme on l'a fait Banking. Nous, Banking, les gens consultent tous les jours leur compte sur Banking et nous, on n'est pas une banque. Ouais. Donc, ça pourrait être un assureur, en quelque sorte, qui fait un Banking en marque blanche. Et donc, le premier cas d'usage, c'est créer cette relation bancaire sans la lourdeur de créer une banque, de manière beaucoup plus light. Deuxième chose, les assureurs se sont rendus compte que les banques étaient assez fortes dans le scoring d'un client pour lui fournir une assurance. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les banques étaient fortes parce que le scoring basé sur la donnée bancaire, transactionnelle, les soldes et les transactions des comptes, est de la donnée qui est extrêmement pertinente pour scorer l'utilisateur et lui proposer la bonne assurance. Du coup, les assureurs se posent des questions aujourd'hui sur est-ce qu'elles pourraient bénéficier de l'open banking, d'utiliser cette donnée bancaire transactionnelle pour améliorer leur score d'évaluation des risques. Et donc, il y a ces deux aspects-là, c'est créer la relation bancaire et améliorer en quelque sorte la connaissance client, la compréhension de la situation ou du comportement d'un client pour mieux scorer une demande d'assurance. Merci beaucoup. Alors, comme on arrive malheureusement à la fin de notre épisode, je voulais juste te poser une dernière question avant mon éternelle question sur la recommandation de livre. Vous avez fait une levée en 2019, notamment avec Casino, si je suis correcte. Du coup, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur les prochaines étapes pour Banking et pour Bridge ? Est-ce que vous avez l'envie d'aller ouvrir de nouveaux pays, d'aller vous développer sur de nouvelles verticales ? Est-ce que tu pourrais encore nous éclairer sur ça avant qu'on se quitte ? Donc, le groupe Casino est rentré de manière minoritaire dans l'entreprise et nous apporte un certain souffle. Il faut savoir qu'on pourrait penser que le groupe Casino est assez loin, mais le secteur financier pour le groupe Casino est clé puisque dans énormément de leurs magasins ou de leurs sites en ligne, le paiement est un acteur clé de croissance. Avec cette levée de fonds, on développe les deux activités.
Donc, on a vraiment staffé l'équipe, notamment B2B. Aujourd'hui, c'est 50% de notre équipe pour vraiment développer cette activité B2B sur laquelle il y a une demande de plus en plus forte, notamment parce que maintenant, la DSP2 est bien intégrée dans le marché, tout le monde commence à comprendre les cas d'usage et les petits tests qui étaient faits par des pionniers, globalement, se sont révélés extrêmement positifs. Et donc, maintenant, il y a une sorte d'industrialisation dans énormément de secteurs. Et donc là, il faut que nous, on réponde à cette demande-là. Et également, pour qu'on soit capable de connecter de plus en plus de banques dans plus en plus de pays, parce qu'il y a des acteurs européens qui se disent moi, j'aimerais connecter les banques de mes clients, sauf que j'ai des clients en Espagne, en Allemagne, en Italie, etc. Donc, nous, il y a en quelque sorte d'être capable d'ouvrir des nouveaux pays et de connecter toujours plus de banques. Ça, c'est sur Bridge, pour répondre à la demande dans les différents secteurs d'activité. Et sur Bankin, c'est de continuer cette transformation qui est l'application pour consulter ses comptes à la base à un véritable coach financier qui accompagne les utilisateurs au quotidien pour optimiser les comptes, mais également pour l'accompagnement dans les projets de nos utilisateurs à toute étape de la vie, étudiants, ensuite jeunes actifs, premier achat immobilier, préparer le financement des études des enfants, la retraite, etc. Donc, toute cette étape de vie, nous, on a la vocation de répondre aux besoins de nos utilisateurs en toute indépendance de leur banque. On a en quelque sorte ce volet qui est que nous sommes ton coach sans conflit d'intérêt qu'il pourrait y avoir avec ta banque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est capable de dire que tu peux renégocier ton crédit immobilier chez un concurrent ou te proposer un produit qui est mieux adapté à ton besoin et qui n'est pas forcément le produit qui est proposé par ta banque. Et donc voilà, d'être cet acteur indépendant qui réfléchit avec toi à tes projets, à tes besoins, qui optimise tes comptes et de le faire ça en France, mais aussi de l'exporter à l'international puisque en fait les marchés dans la gestion d'argent sont très localisés. L'assurance vie en France, c'est pas du tout le même mécanisme dans les autres pays. Le crédit en Espagne, c'est pas du tout le crédit en France, etc. Et donc, il y a des certaines spécificités. Donc, il faut en même temps adapter le produit pour s'adapter aux besoins du client dans la consultation de ses comptes et dans la gestion de son argent et adapter aussi notre service de coaching pour qu'il soit pertinent aux populations des différents pays. Merci beaucoup, Johan. C'est très, très intéressant. Je suis un peu frustrée parce que je vois que j'ai encore plein de questions à te poser, mais on est pile dans les temps. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous recommander un petit bouquin ? C'est un peu mon obsession, hein, je suis désolée. Je lis un livre en ce moment, donc je le relis d'ailleurs, tellement je l'ai aimé. Il s'appelle Good to Great. C'est de la performance à l'excellence. Ouais. Et c'est un livre qui aide, je pense, les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise à voir d'une manière différente comment gérer l'entreprise. C'est une analyse, globalement, si je résume ce bouquin, si on a une petite minute, c'est une analyse qui a été faite par des chercheurs qui ont essayé de voir, parmi les différentes entreprises sur 30 ans, qui étaient assez comparables, pourquoi il y en a qui ont surperformé et d'autres qui ont sous-performé. Et en fait, quel est le point commun de tous les surperformeurs ? Et bien souvent, il y a des traits communs du dirigeant, de l'organisation, de la culture de l'entreprise. Et donc, ça permet de réfléchir par rapport à ce que nous on fait en interne, comment on dirige l'entreprise, quelle est la culture, etc. Donc, c'est super intéressant et je le recommande à tout entrepreneur ou dirigeant d'entreprise qui souhaite prendre de la hauteur et réfléchir sur son action. Merci beaucoup. À bientôt, Johan. Merci à toi. Merci beaucoup, Solène. À bientôt. Au revoir. Salut. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.